Et bonsoir à tous. On y vient justement, le scandale Hello Kittix. Un petit point sur David Chavalarias, qui est l'instigateur de cette foutaise. Enfin, l'un des instigateurs et celui qui a le prix, qui a apparemment a pris le plus cher, puisqu'il est le chercheur du CNRS qui a monté cette fameuse plateforme. On va voir à quoi elle sert, mais d'abord, Chavalarias, c'est donc un chercheur du CNRS, qui s'intéresse aux réseaux sociaux, à la diffusion des informations, machin, et c'est un espèce de relieur de points de bas étage. Sa spécialité, c'est de créer ce genre de graphique censé montrer la circulation de l'information. On va voir par exemple un exemple de son travail. 100 € contre une procuration, un faux site fait passer les députés macronistes pour des élus corrompus. Donc voilà, il fait des graphiques très compliqués censés être impressionnants. Les tentatives d'ingérence pro-russe visant la politique française se multiplient depuis quelques jours. Là, on est en juillet 2024, après la dissolution. C'est le constat d'une étude du CNRS qui note une convergence d'intérêts entre le régime de Poutine et l'extrême droite française pour déstabiliser la société française. Pour le chercheur, aucun doute, des faux comptes et des faux sites portent l'empreinte de la Russie. Ça vient du Kremlin, ça a été documenté à maintes reprises. Non. Tu as des types qui te répètent, en fait, à longueur de journée, qu'un truc a été fait par le Kremlin. Tu n'en vois jamais la preuve, et ils disent si, ça a été documenté. Si, c'est dans une étude. Tu vas voir l'étude, ça y est pas. Dans l'étude, ils disent c'est une attaque du Kremlin, ça a été documenté. T'as jamais la source. T'as jamais les preuves. Alors l'objectif de ce... Voilà, il y avait un faux site qui prétendait que les soutiens d'Emmanuel Macron faisaient payer 100 € pour des gens qui donnent leur procuration, enfin je sais plus quelle connerie, bon bref. L'objectif, c'est d'augmenter la division et la polarisation de la société française de manière à ce que les partis s'entre-déchirent et soient incapables de faire front républicain face à un parti qui serait pro-russe, ce qui est le cas du parti de Le Pen. Je ne crois pas que le parti de Le Pen soit spécialement pro-russe. Et voilà, c'est efficace parce que l'un des comptes Twitter qui a le plus de retentissement, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est une atteinte au front républicain. Donc c'est un gars, en fait, qui fait des coloriages, des dessins et des études à la con, bidon, enfin de la merde. Il vient avec son étiquette CNRS, j'ai fait une étude, et il va t'expliquer à quel point l'information est manipulée en ligne, et ça va toujours que dans un sens. Les méchants russes et les complotismes et l'extrême droite s'attaquent à la démocratie mondialiste, et aux suppôts de celle-ci. C'est tout. Et ce n'est que ça. Et le mec est payé sur fonds publics pour nous cracher à la gueule. Et j'étais allé voir un petit peu ce qui s'était passé, enfin justement avec... D'où est sorti ce schéma, ce charabia. Je voulais savoir en quoi en quoi on était sûr que ça vient du Kremlin et c'est documenté, etc. Je vous laisse aller voir ça. Halal Open Science, minuit moins 10, à l'horloge de Poutine. Le mec est obsédé. Littéralement obsédé. Pour lui, la Russie, c'est une personne, c'est Poutine, et c'est un bâtiment, le Kremlin. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je vous laisserai aller voir un peu les âneries qu'il raconte dans ce document. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça. Il a fait des coloriages sur la transformation du paysage politique et la montée de l'extrême droite grâce à l'instrumentalisation des réseaux sociaux. Une communauté numérique apparue récemment intrigue. Ouh. C'est un relieur de points complotiste. On est intrigué par la dernière information, peut-être que les aliens existent. Qu'est-ce que c'est que c'était ? Tu vois, avec l'histoire là des drones qui circulaient aux États-Unis, les petits points lumineux, machin, tout le monde s'est chauffé. C'est le même niveau. Donc il compare 2016 avec un arc bien joli, bien propre, qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, avec les gens sont bien distribués, et puis là il s'est passé quelque chose en 2022. En 2016, les partis traditionnels PS et LR sont au cœur de la circulation d'informations. 6 ans plus tard, les partis d'extrême droite sont au cœur de la circulation d'informations, tandis que les communautés PS et LR sont effilochées. Ces deux partis qui dominaient la vie politique depuis des décennies feront respectivement 1,75 et 4,78 au premier tour, soit en cumulé moins que le nouveau parti d'extrême droite d'Éric Zemmour, lancé moins d'un an avant son élection. L'idée qu'il y ait eu un battage médiatique autour d'un milliardaire propriétaire de tout un tas de médias apparemment n'entre pas en ligne de compte, c'est uniquement la faute de la manipulation des réseaux sociaux. La communauté anti-système qui a émergé autour de Philippot en violet s'insère entre LFI et le bloc d'extrême droite. Ces deux images ont été générées avant la transformation de Twitter en X et l'affaiblissement mécanique de ce réseau social vers l'extrême droite. Donc c'est pire maintenant, oulala. Le positionnement de cette nouvelle communauté anti-système qui semble faire une passerelle entre la France insoumise et le bloc d'extrême droite a de quoi surprendre. Que peut-il y avoir en commun ?
entre l'extrême droite et la gauche radicale, deux courants idéologiques fondamentalement antinomiques. Les oppositions aux mesures gouvernementales prises pendant la pandémie de Covid-19 ont sans doute été un facteur important de mise en relation. Elles ont créé un terreau fertile pour des échanges au-delà des divisions politiques, ce que nous avons pu observer grâce au politoscope. Mais déjà à l'époque, le Kremlin entrait dans la danse en amplifiant de manière artificielle ses oppositions. Et c'est un malade, ce mec. Pour lui, tout s'explique par le complotisme autour du Covid-19 et de quelques sujets connexes de ce genre-là, l'influence du Kremlin et les méchants qui manipulent les algorithmes. L'idée que la société évolue et que les gens soient déçus par les LR et le PS à force de l'avoir dans le cul, en fait, ils n'ont plus envie de voter pour ces partis, non, quoi, c'est pas possible. L'influence, pareil, d'un milliardaire qui promeut Éric Zemmour, ça rentre pas en ligne de compte. L'idée aussi que les électorats d'extrême gauche et d'extrême droite ont certains points communs dans leur vie qui font qu'ils peuvent discuter sur la critique de la démocratie, du capitalisme aussi, certaines réalités de la vie quotidienne liées au salariat ou à la sécurité ou à ce que tu veux. Il y a justement, on essaye de les diviser le plus possible. Parce que s'ils se mettaient à voter d'une seule voix, il n'y aurait plus en fait de LR, de PS, de Macron, ce serait finito. Donc on est bien content qu'ils soient divisés, et justement ils s'inquiètent que ces deux électorats commencent à avoir des choses en commun. On a finalement, entre extrême gauche et extrême droite, plus d'intérêts communs qu'avec Macron, et cette clique euro-mondialiste, qui était avant le PS et LR, qui sont les deux ailes du même vautour qui s'appelle l'UE. Maintenant il n'y a plus qu'une seule aile, c'est un monoplan qui s'appelle Macron, et justement il faut le front républicain pour faire élire ces cornichons. Et qu'est-ce qu'il défend dans ses articles? Le front républicain. On a ici Toxin qui diffusait un extrait justement de sa personne, lors d'une conférence, où il se réjouissait de l'absence totale de pluralisme. Notamment par exemple Blue Sky et Mastodon que j'ai mentionné, où il n'y a pas ces dysfonctionnements. On est en train de faire une analyse sur Mastodon, comme on l'a fait sur Twitter. Ici vous avez deux écosystèmes, chaque petit point ici est un compte Twitter ou un compte Mastodon à droite. Sur Twitter, sur le climat, vous avez un espace bipolarisé avec une énorme communauté climato-sceptique. Sur Mastodon à droite, vous n'avez quasiment pas de climato-sceptique. Le bon réseau social, c'est celui qui diffuse les opinions avec lesquelles il est d'accord. Et s'il y a du pluralisme, du débat, de la discussion, c'est de la merde, c'est de la fake news, c'est de la manipulation. On est au courant, on connaît la vérité. Nous, on est de gauche, on connaît la vérité, on sait ce qui est bien et mal. Pourquoi est-ce qu'on débattrait avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous? Donc voilà la mentalité de ce gars, et c'est lui qui a lancé HelloKitties. Maintenant que le propriétaire du réseau Twitter, qui était déjà une poubelle en feu, et qui servait aussi de manipulation quand c'était le camp des démocrates, ça gênait personne. Maintenant que c'est Musk qui fait ce genre de choses, ça gêne un peu plus. Deux poids, deux mesures, comme d'habitude. Et donc il a lancé ça, une application qui vous permet de transférer votre audience de X vers Blue Sky ou Mastodon. Blue Sky qui est en fait une ramification de Twitter, à l'époque où c'était tenu par Dorsey ou je sais pas quoi, et il avait voulu essayer de faire un truc décentralisé, parce que justement il voyait qu'il y avait des problèmes avec la centralisation, avec les algorithmes, avec tout ça, il s'est dit on va essayer de créer autre chose. Et puis ça a vivoté quelques temps, il y a eu le rachat de X, d'autres ont essayé de continuer cette voie-là avec Blue Sky, et on va voir ce que c'est. Il vous propose de basculer votre audience de X vers Blue Sky, retrouver en quelques clics celles et ceux qui sont abonnés.e.s qui quittent X. Parce que ces gars-là, ils sont tellement censurés qu'ils ont peur de perdre leur audience. Je croyais qu'ils l'avaient déjà perdu. Je croyais que les algorithmes les invisibilisaient maintenant et masquaient tous les contenus progressistes pour mettre en avant que les nazis et l'extrême droite. Oh, finalement, ils ont encore de la communauté à perdre. Tiens. Et justement, c'est vrai, moi, le jour où YouTube me censure complètement, parce que je suis un peu shadowban, mais le jour où je fais 100 vues par vidéo parce que je suis complètement blacklisté, voilà, j'ai plus rien à perdre. Je vais ailleurs. Et je vais pas brailler sur YouTube en disant je suis censuré, je vous dis où aller pour me retrouver sur un autre réseau. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Si j'étais censuré, j'irais sur une autre plateforme et j'essayerais de faire savoir aux gens qui me suivaient que je suis ailleurs via d'autres réseaux sociaux. Je ne vais pas brailler sur YouTube qui me censure et je fais 100 vues que je vais sur une autre plateforme, ça n'a pas de sens. Et c'est pourtant ce qu'ils font avec Twitter, où les mecs sont tellement censurés qu'ils passent leur temps à expliquer qu'ils vont quitter Twitter, et ils essayent de faire une campagne médiatique sur Twitter où ils sont censurés pour dire qu'ils s'en vont. Ça n'a pas de sens. Soit ils ont plus de communauté et ça sert à rien, soit ils ont encore de l'audience,
Et ils sont pas censurés. Elon Musk, machin, c'est devenu une machine à manipuler de l'opinion. C'était déjà le cas, mais bon. Ce qui a fait scandale avec cette histoire, c'est qu'on a un gars, donc chercheur au CNRS, qui a monté cette petite affaire. Le problème, c'est qu'il a utilisé les fonds et les moyens du CNRS pour le faire. Que ce soit pour la création de l'application, de la plateforme et tout ça, pour l'hébergement, pour les serveurs aussi. Parce qu'il faut des serveurs assez puissants, il faut de la bande passante pour aspirer les informations du côté X, tous les tweets des gens, toute la liste des abonnements, puis la rebasculer sur un autre site qui s'appelle Mastodon ou Blue Sky, et faire en fait une copie des comptes des gens. Parce qu'ils veulent pas lâcher leur super tweet. C'est des monuments de culture. Faut garder ça dans l'historique et pendant toute l'histoire de l'humanité. Faut archiver, les tweets de Tondelier et compagnie où elle dit qu'elle va acheter du pain, ça c'est important. Donc il faut tout garder, il faut de la bande passante, il faut de la puissance, et donc il utilise les moyens du CNRS pour ça. Il s'était défendu en affirmant que le financement vient de dons privés. Il a publié un bouquin, quelqu'un était fan de son bouquin, et ce gars a fait un don au CNRS. Il n'a pas fait un don à lui. C'est toujours l'argent du CNRS. Même si le gars était content de son travail, il n'a pas financé personnellement la piscine de Monsieur Chavalarias ou je sais pas quoi. Il n'a pas le droit d'en faire n'importe quoi. Tout ça doit être fait dans le cadre de recherche scientifique, par exemple. Ici, dans cette vidéo de présentation, il dit bien que tout ça est une application CNRS, carrément. De X dans cette application CNRS, CNRS et Lockheed mais hébergé par le CNRS. Il y a la garantie CNRS en termes de conservation des données. Il utilise à fond l'image du CNRS pour donner une image sur la garantie des données, sur le sérieux de la démarche, etc. Et quand vous cliquez ici « Je lance l'application de portabilité », vous vous retrouvez sur cette page, prêt à migrer vers de nouveaux rivages. Commencez par vous connecter avec Twitter X pour migrer vos données. Cette plateforme est hébergée par le CNRS, ISFC, l'Institut des systèmes complexes, je sais pas quoi. Et tu as ici, en bas, le logo du CNRS. Ce qui n'est pas dit ici, c'est que vous donnez vos données à ce gars pour un délire qui, vous allez voir, est effectivement plus politique que scientifique. Et donc, il est venu pleurnicher sur Twitter, qu'il a soi-disant quitté le fin janvier, mais il est toujours là. Il y a un délire de la fachosphère et des conspis sur le TN, le CNRS, finance, machin chose. C'est ne rien comprendre à l'organisation interne d'un établissement public qui gère 31 000 personnes. Il est évident que ce n'est pas la direction du CNRS qui s'engage et valide directement le démarrage de tout projet de recherche. Ce sont les chercheurs qui en sont responsables dans la limite de leurs moyens auxquels le CNRS ne participe que pour partie. Il y a aussi des dons, des financements, peut-être aussi de boîtes privées, on verra. Ça s'appelle la liberté académique. Mais ceux qui nous attaquent ont un gros problème avec la notion de liberté. Voyons. Et donc, message à ceux qui harcèlent des agents du CNRS sur X, vos tweets sont signalés sur la plateforme Pharos. Ceux qui envisagent de rejoindre la meute sont prévenus. Outrage à l'égard d'un agent chargé de mission de service public est puni de 7 500 € d'amende, 6 mois d'emprisonnement s'il est commis par plusieurs auteurs, et blablabla. On est dans le deuxième cas. Voilà. Vous allez aller en prison. Si vous critiquez Saint David Chavalarias et que vous remettez en cause sa liberté académique, vous êtes susceptible d'aller en prison. Il est chargé d'une mission de service public, lui. Vous êtes de la merde, ne l'oubliez pas. Et donc on va voir, la fameuse mission de service public, liberté académique, etc. Hello Kitty, soi-disant transpartisan et apolitique, comme c'est indiqué sur leur site, dans leur mention légale. On a remarqué que dans le code de l'application, apparemment il s'amusait à s'envoyer des petits trucs, et il y a cette trace d'un type qui a laissé le commentaire « Bisous les fachos ». Et voilà, dans le processus de création, quelqu'un a laissé ce petit commentaire apolitique et transpartisan. C'est d'ailleurs tellement transpartisan et apolitique que le lancement de cette plateforme HelloKittix a été annoncé par des politiques de gauche, type Benoît Hamon. On va voir à quel point il chiale lui aussi. Ne quittez pas X tout de suite, on vous explique. Eh non, ne quittez pas X par vous-même. Passez par la plateforme et donnez vos informations à ce monsieur. Après avoir conquis les États-Unis, Elon Musk s'intéresse au reste du monde. Et X, c'est son cheval de Troie pour déstabiliser les démocraties. X n'a de pouvoir que parce que nous y sommes. Sans nous, il n'est rien.
Non, depuis que vous y êtes plus, ça n'a pas trop changé. Hein. D'ailleurs, vous y êtes toujours. Aux États-Unis, X a aussi contribué à faire élire Donald Trump. Sans l'emprise de X, la démocratie américaine n'en serait pas là aujourd'hui. C'est le mantra, le charabia habituel, répété. Voilà. Trump a été élu par les réseaux sociaux et des manipulations du Kremlin. Enfin, ça, c'est chiant, quoi. Elon Musk ne s'est pas contenté de manipuler l'algorithme pour mettre en avant ses contenus et ceux de Donald Trump. Il a aussi rendu viral de fausses informations, notamment par rapport aux sciences du climat. Elon Musk, en manipulant ses algorithmes, nous manipule. Il a diffusé de fausses informations sur l'intégrité de l'élection. Il a suspendu le compte de nombreux journalistes et le compte d'une importante levée de fonds démocrate. Dans le reste du monde, il a soutenu le candidat anglais anti-immigration Nigel Farage à hauteur de plus de 100 millions de dollars avant de lui préférer un candidat encore plus à l'extrême droite. Il soutient l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne. Du haut de ses 200 millions d'abonnés, il relaie la propagande de Vladimir Poutine. C'est dit avec un charisme. C'est le PNJ qui a bugué dans les jeux vidéo. Pareil, c'est comme ça, en typose, presque. Du haut de ces machins choses, il relaie la propagande de Vladimir Poutine. Vous avez pas un autre antidépresseur, s'il vous plaît? L'obsession d'Elon Musk, éradiquer le virus woke pour aller sur Mars. Tiens, il y a Julie Gaillet, qu'est-ce qu'elle fout là? Je vous jure, c'est pas une blague. Sur X, Elon Musk est certain de gagner la guerre de l'opinion, puisqu'il a tout simplement acheté. Mais nous pouvons encore préserver notre démocratie. Débranchons X de la fabrique de l'opinion. Dès aujourd'hui, rejoignez HelloKittix pour transférer vos communautés vers Blue Sky et Mastodon. La plateforme CNRS HelloKittix Voilà, encore une fois, le mec met en avant le CNRS. vous permettra ainsi de recréer vos liens sociaux ailleurs. Investissez en masse des réseaux libres et démocratiques comme Mastodon et Blue Sky. Résistez, rejoignez HelloKittix. C'est un beau panel de la gauche. D'une certaine gauche, social-démocrate, écolo, élevé, quoi. C'est la gauche mondialiste écolo. Et ils sont tous là à t'expliquer que X, finalement, maintenant, ça nous va plus et il faut qu'on aille discuter ailleurs. On va voir ce qu'il en est. Mention légale. HelloKittix. Quand vous allez sur le site, vous pouvez regarder tout le site HelloKittix. Il n'est fait mention d'absolument aucun projet de recherche. Ce n'est que de la propagande politique. Et au passage, il récupère vos infos. Justement, faisons le point sur l'utilisation de vos données. Regardez ce qui se passe quand on clique là. On arrive sur Blue Sky, poste introuvable, il n'y a rien. Vous savez pas ce que ce gars va faire de vos données. Il va les utiliser à des fins politiques. Très probablement. Ah non, mais ce sera masqué sous le thème, on fait de l'étude, de la manière dont l'information circule sur les réseaux, je sais pas quoi. Une fois que vous avez je sais pas, quand vous commencez à vous connecter avec Twitter pour migrer vos données, vous les migrez où? Sur sa plateforme hébergée par le CNRS, vous lui donnez vos données pour rien. Et vous ne savez pas ce qu'il va en faire. Et il n'y a aucun projet de recherche associé. Et à la fin, ça sert simplement à créer une espèce de secte de gauche social-démocrate écolo. Et ils s'imaginent qu'ils vont faire tomber Twitter. Avant d'aller plus loin, donc on va aller voir un peu les mentions légales, hein, le fameux mouvement transpartisan et apolitique, dont l'objectif est de permettre aux citoyens de se réapproprier des espaces numériques compatibles avec des démocraties fonctionnelles. Qui c'est qu'on retrouve là-dedans? La Quadrature du Net. Les mêmes qui faisaient des listes, vous savez, avec Shemla, là, qui faisait sa super liste. Et dedans, aussi, qui c'est qu'on trouve? Ce site internet est édité par le collectif HelloKittix, dont le comité de pilotage est composé d'un certain nombre de personnes, dont David Dufresne, qui lui aussi participait à la liste de Shemla. Toujours les mêmes. Alors, ils ont bien sûr un code de conduite. Vous pouvez les contacter si vous comprenez qu'il y a une adresse mail écrite ici. HelloKittix.com. Bon, d'accord. Le site est hébergé par Octopus Sarl, une société qui fait de l'hébergement, là encore avec l'argent de qui? Du CNRS, hein, évidemment. HelloKittix a reçu le soutien de Data for Good, une communauté de développeurs bénévoles. Et puis il y a un truc qui m'a un peu plus intrigué, c'est le fameux Cartooning for Peace. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une espèce d'association qui fait des dessins. On va aller voir un peu ça. Par exemple, Action pédagogique, projet en France. Juste pour vous donner une idée. Nos expositions pédagogiques. Cartooning for Peace propose 9 kits pédagogiques. Exposition itinérante accompagnée de livrets pédagogiques à destination des professionnels de l'éducation. Dessin pour la paix, dessine-moi l'égalité des genres, tous migrants, dessine-moi l'écologie, va y avoir du sport, d'accord. Dessine-moi la Méditerranée, la guerre, le droit, l'Afrique. Bon, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Et ce qui est amusant, c'est que cette association, au nom pas tout à fait français, est bourrée d'argent public français. C'est financé par l'Agence française du développement,
pour sensibiliser aux droits humains, aux objectifs de développement durable. Le dessin de presse s'engage en faveur d'un monde plus juste, durable et solidaire. Alors, dans cette vidéo, la dernière fois qu'on nous a parlé comme ça s'est fini en plateforme OnlyFans. Ministère de la Culture, MGEN, Fondation France s'engage, la Fondation de France, des trucs, à mon avis, du ministère de l'Éducation, ministère de la Justice. On retrouve aussi le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. La ville de Vaux-en-Velin, qui met du fric, pour proposer des ateliers pédagogiques autour d'expositions, blabla, bon, très bien. La ville de Conflans-Sainte-Honorine, bon, on continue, hein, c'est tout le long comme ça. Des éditeurs de presse, des médias comme Le Monde, France Média Monde, France Culture, et puis bien entendu la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, enfin il y a tout le monde, hein, tout un tas de villes, de régions, quelques fondations ici, Air France, BIC, EDF, pour faire de la propagande woke. Globalement, c'est ça. C'est toujours très orienté, quoi. Donc, ce truc, HelloKittix, qui touche de l'argent du CNRS, est utilisé à des fins politiques, et vous avez de l'argent qui transite, de l'argent public qui transite par Cartoon for Peace, pour le monde durable, etc., les jeux machins, qui finance cette foutaise, qui, comme vous allez le voir, est en lien avec un parti politique. Alors ça, on avait déjà un petit peu vu qu'il y avait un lien avec la politique, avec la gauche social-démocrate. Ici, sur HelloKittix, vous avez aussi la possibilité de faire un don. Mais un don à qui? Au CNRS? À HelloKittix, c'est quoi? C'est une association? En fait, ça n'existe même pas. C'est une marque avec un collectif derrière. À qui on fait un don? On fait un don au profit de On est prêt. Cette campagne est hébergée par l'association On est prêt, qui redirige l'ensemble des fonds collectés, ici vers le collectif HelloKittix et sa campagne. Voilà, donc ça transite par On est prêt. On est prêt qui a maintenant une grande opération ultra secrète qui commence dans un peu moins de 24 heures, lancement le 27 février. On va vivre une expérience unique. Ils vont lancer une nouvelle bouse, quoi. Et c'est des gens qui sont dans l'action pour le climat, l'intégration LGBT. On va faire une révolution écolo-inclusive, enfin tous ces inepties, quoi. Mouvement lancé en 2018, On est prêt rassemble des experts, des personnalités, des faiseurs sur le terrain pour sensibiliser et mobiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux. On va faire de l'accompagnement, de leaders culturels, de la création vidéo pour que tu t'empares de sujets, machin. Bon, vous voyez un peu le tableau, quoi. Donc c'est de l'utilisation de fonds publics pour créer une campagne de dons pour une association qui défend des intérêts particuliers. Donc On est prêt, c'est un lobby qui veut agir pour une société plus respectueuse du vivant et de la justice sociale. On est prêt à accepter les mesures transformationnelles et durables, hein, les ZFE et toutes ces conneries. On a vocation à devenir une fabrique des récits et des imaginaires positifs, réalistes et durables en faisant collaborer des experts, faiseurs et créateurs. C'est eux qui sont à l'origine de la fameuse affaire du siècle. Donc c'est un lobbyiste de type écolo-social-démocrate. Tout ça sert finalement des intérêts extrêmement politisés, des campagnes de dons pour financer des associations politisées. Tout ça est financé sur fonds publics. Donc il y a un moment où vous avez ici le cercle Droit et Liberté qui va déposer plainte, qui accuse l'application HelloKittix développée par un chercheur du CNRS avec de l'argent public de pousser au boycott de X pour des raisons idéologiques. Puisque justement il n'y a aucun projet de recherche. HelloKittix se présente comme un projet de recherche, mais nos investigations indiquent que des moyens publics sont utilisés, et l'objectif est moins scientifique que militant, comme on a pu voir. Il n'y a qu'à voir la vidéo de présentation où tu as tout le défilé des raclures du PS qui vient t'expliquer à quel point il faut aller sur ce truc, et reprendre le contrôle et le pouvoir sur nos démocraties. Tu payes ton sujet de recherche. Les infractions présumées sont graves, détournement de fonds publics, puisque le gars a certes une liberté académique, mais il faut faire de la recherche, en fait, pas du militantisme politique. Entrave et discrimination à l'activité économique de X, traitement illicite de données personnelles, puisqu'à aucun moment vous ne donnez votre accord pour une utilisation tout à trac des informations de votre réseau social. Contrefaçon aggravée de marque, possible recel et complicité par provocation. Pourquoi est-ce si préoccupant? L'argent du contribuable doit servir l'intérêt général et non à financer un boycott politique. La neutralité des institutions publiques est un pilier de notre démocratie. Et d'ailleurs, en instrumentalisant la liberté académique, il la saborde. Donc il y a un moment au CNRS, il va falloir se poser quelques questions sur la neutralité de cette personne, sur la continuité des financements de cet individu, qui est en fait un militant déguisé en chercheur. Comme on a pu avoir des assistants parlementaires payés sur fonds publics, utilisés pour des questions militantes.
Hein. Il y a des gens qui ont eu un redressement fiscal pour ça. En plus de la plainte déposée auprès du procureur de la République, nous lançons une pétition, voilà, une enquête approfondie, blablabla. Bon. Nos impôts sont donc bien utilisés. Et donc c'est l'énième scandale de cette gauche euro-mondialiste, écolo-mondialiste, on va dire, qui ne supporte pas d'avoir des gens, de côtoyer en fait un discours différent du leur. On a ici Marianne James, parce qu'il y a eu toute une campagne, et c'est toujours rigolo de regarder ces gens, de les écouter. Et ils ont monté donc leur petite campagne, annonçant qu'ils allaient quitter X, et donc le monde va changer. La Terre va s'arrêter de tourner. Vous allez écouter ça. Hello les amis, je suis le mouvement parce que ça me parle énormément. Je quitte Twitter, enfin X, ex-Twitter. Ce n'est pas possible d'y rester. Alors oui, c'est vrai. Ceux qui disent que partir, c'est abandonner un espace où on peut encore lutter et donner notre avis, ça sert donc strictement à rien, je vous le dis, donner notre avis. Ils sont tellement décomplexés, ils sont tellement entre eux, les chiens galeuses et les hyènes et les chacos, enfin les chacals, que laissons-les se bouffer entre eux, allons respirer ailleurs, mais il y a un truc qui va leur faire mal là où je pense. On va voir en fait qui sont les chacos, les hyènes qui se bouffent entre eux. C'est que leurs chiffres fassent ça, leur chiffre d'abonnés, donc à la bourse ça va faire pareil. Vous imaginez que 30 à 40% de démocrates et de gens progressistes se disent on ne veut plus surfer sur un média porté par un gars qui a beaucoup levé la main comme ça, avec une rage quand il l'a fait, qu'il sente un peu la pression, un peu. Mais oui, il va la sentir, tout milliardaire qu'il est, avec son copain, avec la terracotta là, Monsieur, j'ai mis du produit pour faire bronzer avec mes cheveux orange. À sa place, je me moquerais pas trop de l'excès de maquillage et de foutaise. Bref. Oui, voilà, X n'est pas en bourse. Ils s'en foutent de vous. Tu vois l'ego de ces gens. L'orgueil aussi. Ils s'imaginent que le monde tourne autour d'eux. Et puis ils ont raison. Eux, ils sont dans la supériorité morale. On va laisser toutes ces merdes discuter entre eux. Et puis, ils ne nous méritent pas. On va aller respirer notre bon air. On va voir ils respirent leur paix, ces gens-là. Vous allez voir. Marine Tondelier, elle voulait quitter X. Allons-y, écoutons ce qu'elle avait à dire. Yannick Jadot, sénateur écologiste, candidat à la dernière élection présidentielle, a décidé et a annoncé qu'il allait quitter X. Vous choisissez de rester pour l'instant ? C'est un débat qu'on a tous les jours en ce moment à la direction de mon parti. Vous savez, nous, on est adeptes des transitions, c'est-à-dire qu'on prépare toujours les alternatives. J'ai été l'une des premières politiques françaises à rejoindre le réseau Blue Sky. Les mecs sont du sérail complètement, ils te disent on prépare les alternatives. Ah bon ? Aller s'exprimer sur les médias des milliardaires qui présélectionnent les candidats, qui financent les campagnes, qui manipulent les sondages, ça pose pas de problème, là on se soucie pas des alternatives, on en a rien à foutre. Les types sont, ils sont du sérail, pro-européen, pro-euro, pro-OTAN, pro tout ce que tu veux, pro-américain. En quoi est-ce qu'elle parle d'alternative, cette dame ? Faut nous expliquer, faut nous la montrer, hein. C'est quoi, les éoliennes par rapport au nucléaire ? C'est ça l'alternative ? C'est juste de la connerie, mais sinon. La bagnole électrique plutôt que la bagnole thermique ? Sur lequel aujourd'hui, je suis la responsable politique qui est la plus active et qui est la plus suivie 3 fois plus que la personne qui arrive en 2e position. Toujours l'orgueil, l'ego, faut dire, hein, expliquer les petits chiffres. Regardez comme je suis importante sur Blue Sky. Ça montre qu'il n'y a personne. Donc nous misons sur ces réseaux, sur Blue Sky, sur Mastodon, qui a aussi le gros avantage d'être une plateforme décentralisée. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs serveurs, même s'il y en a un qui est plus actif aujourd'hui. Et donc, vous voyez, sur Mastodon, personne ne peut prendre le contrôle sur tout ce réseau social. Ce qui se passe avec Twitter ne pourra jamais arriver avec Mastodon. Non, par contre, il y a de la pédophilie qui circule sur Mastodon. Ouais, exploitation des enfants sur les médias décentralisés, parce que c'est bien, hein, personne ne peut contrôler, mais du coup, personne ne peut contrôler. Et puis, il y avait un rapport indiquant que justement, sur Mastodon, l'analyse sur une période de 2 jours a permis de trouver 112 correspondances pour des contenus pédos et plus de 2000 publications utilisant des hashtags les plus courants qui indiquent l'échange de contenus pédos. Bon, en général, la gauche, ça les dérange pas trop, hein, ce genre de soucis. Et tu vois, c'est comme ces gens qui vont de Tipeee à Utip pour se retrouver sur une plateforme encore moins modérée, avec plus de problèmes. On dit, est-ce que vous avez quitté Twitter ? Bah oui, mais c'est nos outils de travail, et c'est les vôtres aussi. Et donc, c'est pas moi toute seule, on doit tous quitter Twitter. Et moi, j'ai posé hier la question au chef des autres partis du Nouveau Front Populaire. Parce que j'estime que moi toute seule qui quitte un réseau, j'ai le regret de vous annoncer que ça n'a pas énormément d'impact. Si tout... Personne n'en doutait. Ouais.
le nouveau Front populaire le fait, alors oui, ça en a. Et... Non, vous pouvez vous mettre à tout le NFP, on s'en bat les couilles, enfin ça ne changera rien. Tu vois, encore une fois, l'orgueil, le monde tourne autour d'eux. Ils se prennent pour le centre du monde. C'est pour ça qu'à un moment, on est dans une théorie des jeux. C'est-à-dire que c'est moi, je vais quitter, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, c'est pour ça que je dis que ce réseau doit être interdit en Europe. Parce que je le quitte ou pas, il aura quand même un impact sur le réel. Il contribuera quand même à déstabiliser les prochaines élections. Et on sait que leur ennemi, aujourd'hui, que ce soit à Poutine ou à Donald Trump, c'est la démocratie en Europe et la force que peut avoir le continent européen contre eux et par devers eux. Et donc, il faut, oui, agir fortement pour protéger notre démocratie et protéger l'information sur notre territoire. Ils ont peur de la force du continent européen. Qui ne résiste pas à un bout de réseau social, quoi. Et il y a 3 tweets d'Elon Musk. C'est peut-être un petit peu plus fragile que prévu. Ces gens détestent le réel. Parce que tu peux toujours casser le thermomètre. Les gens s'expriment quand même. S'ils ne s'expriment pas sur X, ce sera sur autre chose. Donc ça ne sert à rien. Les gens sont libres de s'exprimer. Et aujourd'hui, c'est pas lié à X qu'il y a une montée des opinions classées comme extrême droite, qu'il y a une montée des votes aussi de l'extrême droite dans tous les pays européens. C'est pas nouveau. C'est pas arrivé avec Musk. Et c'est pas en cassant le thermomètre que ça va changer l'opinion des gens et leur réalité. Mais ils s'imaginent que le monde se plie au discours. C'est le mythe du discours performatif. Je crée le réel en parlant. Donc si on supprime les discours d'extrême droite, plus personne ne sera d'extrême droite. C'est stupide. Le premier média des gens, c'est leur quotidien. Et donc tu peux toujours leur répéter que les ZFE, c'est merveilleux, que les bagnoles électriques, c'est l'avenir, que les éoliennes, c'est fantastique. Quand ils ont des coupures de jus, quand ils ont des problèmes avec leur voiture électrique et qu'ils ne peuvent même pas se la payer parce qu'elle est hors de prix, quand ils ont des problèmes de sécurité, de tout ce que tu veux, d'emploi, de délocalisation aussi, ils commencent à se poser des questions en fait. Et ils vont voir des gens qui leur apportent des réponses. Et c'est jamais Tondelier, c'est jamais ELV, c'est d'autres personnes. Souvent aux extrêmes. L'extrême gauche apporte de moins en moins de réponses d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, donc il reste plus que l'extrême droite et il y a plein de gens qui votent Le Pen par dépit, parce que tous les autres, en fait, ne leur parlent même plus. Et ils se disent, on va casser Twitter. Voilà, le problème, c'est Twitter. Non, le problème, c'est le quotidien des gens qui est déconnecté de ce que vous racontez. Et donc, elle s'invente, elle vit dans un monde parallèle où elle s'imagine que l'Europe fait contrepoids aux États-Unis et que Musk et Trump sont terrifiés du poids de l'Europe. Trump, je crois que c'est aujourd'hui même, il a une conversation avec la ministre danoise, première ministre, je crois, qui lui a confirmé que maintenant le Groenland, ça va être à eux. On a eu un projet d'annexer le Groenland. Oui. C'est une façon de négocier, sans doute. Je doute qu'ils annexent le Groenland. Mais quelle protection tu as? Les mecs, ils ont acheté 600 F-35 aux Américains. Toutes leurs armes, c'est des armes américaines. La défense de l'Europe dépend des États-Unis. Tous les réseaux sociaux, c'est les États-Unis. Toutes les banques, d'ailleurs, dépendent de l'accès au dollar. L'extraterritorialité du droit américain. S'ils disent, écoutez, vous nous cassez les couilles, nous on veut le Groenland, et on va l'avoir. Et si vous n'êtes pas content, on déconnecte vos banques du système SWIFT, ou on les interdit d'utiliser le dollar. Elles deviennent quoi, les banques européennes, en quelques instants? Alors ça ferait couler tout le système financier, mais c'est en détail. Tu vois ce que je veux dire? Le Danemark a 600 F-35, non, l'Europe. Les pays européens ont acheté 600 de ces merdes. Ils n'ont pas voulu acheter français, donc du coup, maintenant ils sont soumis aux États-Unis et ils n'ont aucune arme pour se défendre. Donc c'est ça la vraie puissance. C'est pas d'avoir 4 couillons sur Blue Sky plutôt que sur X. C'est ridicule. Et donc tout ce beau monde, tiens pareil, Glucksmann, pourquoi quitter X? Musk s'est engagé dans une croisade contre les progressistes européens. Chialerie habituelle. Bon, on est au-delà du 20 janvier, et Glucksmann continue de tweeter, de retweeter, de parler. Il est toujours là. 21 janvier, il continue à s'exprimer. Tondelier, pareil. Tondelier, pourquoi je ne quitterai pas X? Elle a fait un truc d'une page et demie, c'est risible. Voilà, faut interdire X, parce que je suis pas capable de le quitter. C'est un réseau tellement censuré que j'y reste. Parce que finalement, ma communauté, elle est plus large que sur Blue Sky, sur X. Ridicule. De mon côté, Twitter, que j'aimais, n'existe plus depuis longtemps. Lorsque j'ai rejoint ce réseau social en 2009, il se distinguait par sa légèreté, sa convivialité. On pouvait y rencontrer des personnes passionnantes et enrichir ses connaissances. Avant, Twitter, c'était mon bord. C'était mon bord politique à moi. Et puis, depuis 2009, la société a changé. Mais c'est à cause de Musk qui met en avant les contenus méchants. Je n'abandonnerai pas le combat sur cette plateforme, même s'il se fait à armes très inégales, oui, bien sûr.
Je dis souvent que je me suis forgé dans l'adversité en tant qu'opposante au RN à Hénin-Beaumont. Ni insultes, ni les pressions, ni les menaces de l'extrême droite ne m'ont fait reculer dans ma ville. Et ça en sera de même sur Twitter. Ah, maintenant, c'est courageux d'être sur Twitter. Ridicule, ces gens. Ridicule. Voilà donc Benoît Hamon, qui, à la suite de cette formidable campagne de résistance au nazisme, bon, visiblement, ça n'a pas bien marché. Il y a eu un échec quelque part. Et donc, Benoît a tellement le seum. Il lui a envoyé ça. Elon, ceci n'est pas un doigt du milieu. Il s'en bat les couilles. T'es personne. Ce type est ridicule. C'est un enfant. Parce que la plateforme ne leur lèche pas le cul, comme ça a été le cas pendant, j'allais dire des décennies, ces dernières années, quoi. Plateforme complètement pro-démocrate pendant des années, ça les gênait pas. Avant, c'était les propos de droite ou qualifiés comme tels, qualifiés de complotistes, qualifiés de climato-sceptiques, qui étaient censurés ouvertement. Ça les dérangeait pas. Et maintenant que c'est eux qui, prétendument, sont censurés, eh bien, on fait des doigts, on pleurniche, on veut tout interdire. Bah oui, comme on a fait son lit, on se couche, hein, je crois. C'est ça l'expression. Petit chapitre maintenant, donc vu qu'on a fini avec HelloKittix, on va parler un petit peu liberté d'expression. Parce que c'est la mentalité dominante dans l'aile gauche euro-mondialiste, écolo-mondialiste, on va dire. Et donc ces gens, on les retrouve dans l'administration et ils vont nous parler de liberté d'expression. Et vous allez voir qu'ils ont une conception assez particulière que l'on va analyser. Ici, on écoute Roch-Olivier Mestre, le président de l'ARCOM, qui va nous parler de sa vision de la liberté d'expression en démocratie. Chance d'être sur un continent, le continent européen, qui tente justement pour la première fois une approche de régulation de ces grands acteurs du numérique, un modèle de régulation qui est protecteur de nos libertés, fidèle à nos valeurs. Le DSA, c'est un texte de liberté au départ, qui protège les libertés, bien évidemment, qui ne régule pas les contenus. Au départ, hein, c'est un texte de liberté. Donc ça, on a vu en fait ce qu'il y avait derrière dans la vidéo précédente, que vous pouvez déjà aller voir sur YouTube. Est-ce que Musk a manipulé les élections ? Eh bien, le DSA, en fait, est un texte extrêmement flou, qui effectivement ne dit pas, ne censure pas des contenus, ne dit pas ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qu'on a le droit de dire ou pas. Mais par contre, le DSA exige que les plateformes analysent leur algorithme, évaluent les risques pour la démocratie, le pluralisme, ce qui est extrêmement vague déjà, et ensuite ces plateformes doivent mettre en place des méthodes, des solutions pour atténuer ces risques. Ça ne veut rien dire de concret. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les plateformes qui suivent la doxa officielle, qui mettent en avant le discours officiel, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, hein, avec Meta, Google et compagnie, eh bien, eux, ils n'auront pas de problème, les autres, ils auront des procès. C'est comme avec CNews, ça posait pas de problème que des milliardaires instrumentalisent les médias et manipulent l'opinion publique, jusqu'à ce que ce soit un milliardaire qui ne soit pas dans la ligne que l'on attendait. Et donc là, c'est pareil. Le DSA, c'est un truc complètement flou, qui sert à casser les couilles à ceux qui ne sont pas dans la ligne. Qu'on aime ou pas cette ligne, c'est pas la question. C'est-à-dire que c'est un instrument de censure. Point barre. Mais qui demande à ces acteurs, et c'est quand même le moins qu'on puisse leur demander, de lutter contre les contenus illicites, ce qui est interdit par le droit national dans chaque pays. Donc la liberté d'expression, c'est pas le droit de diffuser des fausses informations ? Bien évidemment. Eh bien si, en fait, dans la liberté d'expression, on a le droit de dire des conneries. Et le texte sur la liberté de la presse de 1880, qui a été remanié, etc., indique que la diffusion de fausses nouvelles est condamnée seulement dans le cas où celle-ci a été volontairement diffusée de manière massive, des informations que la personne savait être fausses et qui a conduit à des troubles à l'ordre public. Donc il faut que ce soit faux, il faut être en capacité de prouver que la personne qui a diffusé l'info savait qu'elle était fausse, ce qui est assez compliqué. Et puis, il faut qu'il y ait eu une conséquence, quoi. Parce que si tu dis une connerie et que tout le monde s'en fout, c'est pas un problème. Donc la liberté de dire des âneries est d'ailleurs un fondement de la liberté d'expression. Parce que sinon, il y a un ministère de la vérité. C'est grave ce qu'il dit. Diffuser une information fausse est interdit et condamnable. Donc vous ne pouvez dire que la vérité, ce qui en philosophie, la vérité, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc il y a la vérité officielle et tout le reste, c'est de la fausse information. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit tout. C'est l'un des droits les plus fondamentaux, bien évidemment, cette liberté d'expression, cette liberté éditoriale des médias, mais c'est un droit dans nos démocraties qui est limité par la loi, dans des conditions fixées par la loi. Il n'y a que les libertariens pour s'imaginer que cette liberté est absolue.
Non, je crois que les révolutionnaires français n'étaient pas spécialement libertariens, et c'est eux qui ont justement supprimé toutes les lois sur la régulation de la presse, sur la censure, et qui ont créé, en fait, un espace de liberté d'expression totale et de liberté de la presse totale après la Révolution française. Ça a duré quelques temps, mais il y avait quelques abus, on va dire ça comme ça, et progressivement, avec des hauts et des bas, des phases de censure et de nouvelles libertés, parfois de liberté totale, qu'il y a eu au cours du 19e siècle, progressivement, il y a eu une phosphoration, on va dire, du curseur qu'il faut placer pour avoir une liberté de la presse qui ne soit pas une atteinte à la liberté des autres, et notamment la liberté de ne pas se faire insulter, de ne pas se faire diffamer, de lutter justement contre des manipulations, parce que la presse était pas mal utilisée pour faire de la manipulation à la bourse. Il y avait tout un tas de trucs comme ça. Et on s'est dit, il faut quand même un minimum de régulation, non pas pour censurer des opinions, mais pour justement permettre une expression saine des opinions de chacun. Donc au fur et à mesure, effectivement, il y a d'autres trucs qui se sont greffés, et notamment les lois beaucoup plus larges, beaucoup plus floues, sur la lutte contre le racisme, sur les appels à la haine, sur tout un tas de trucs comme ça, qui peuvent être instrumentalisés. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et donc il dit la liberté d'expression est garantie dans les limites de la loi. Qu'est-ce qu'on fait si la loi est liberticide, est beaucoup trop restrictive, au point d'un point de vue majoritaire, constituer une atteinte à la liberté d'expression? Si la loi dit par exemple, vous n'avez pas le droit de dire quelque chose de faux, comme il vient de nous le dire, est-ce que c'est pas une atteinte à la liberté d'expression? Donc on voit comme ce truc est paradoxal. Liberté d'expression dans le cadre de la loi, reste à savoir ce que dit la loi, quoi. C'est la liberté d'expression dans le cadre de la censure à un moment. Un patron de presse peut publier tout ce qu'il souhaite, bien évidemment, la liberté de la presse est totale. Non, c'est faux. Mais il y a des incriminations qui sont posées par la loi 1881. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas injurier, on ne peut pas porter atteinte à la dignité de la personne, on ne peut pas porter des contenus racistes ou antisémites. La loi de 86 sur la liberté de communication, elle ne dit pas autre chose. La communication est libre et le régulateur, il protège cette liberté quotidiennement. Il protège le métier que vous exercez les uns et les autres. Mais votre mise au point... Mais on a quand même sucré la fréquence de CNews pour des problèmes que l'on voit ailleurs à la télé. Elle est intéressante, Monsieur le Président, parce que hier soir, vous adressiez vos vœux pour la dernière fois à l'ensemble de cette profession que vous régulez. Pile au même moment, il y avait Elon Musk, propriétaire de Twitter, qui est devenu X, qui montait sur scène aux États-Unis d'une manière triomphante et qui, lui, le dit, à partir du moment où il y a régulation, on tue la liberté d'expression. Et vous voyez bien que ce discours, cette petite musique, est largement reprise en France par des personnalités comme l'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo, qui le dit, la France est dotée d'une autorité de régulation qui est liberticide. Liberticide, c'est les mots qu'elle emploie. Alors, effectivement, c'est pas parce qu'il y a régulation qui est atteinte à la liberté d'expression. Il y a un curseur à mettre, si vous voulez, on en discute. Mais par posture de dire qu'il faut tout déréguler pour qu'il y ait une liberté, c'est excessif. Mais comme elle le dit, Sarah Knafo dit que la régulation est liberticide. Elle l'agite comme ça, ce mot, comme s'il était excessif et grotesque. Et elle manipule l'opinion publique en faisant ça. Et elle ne dit pas quel est l'argument, en fait. On aimerait bien l'entendre. Parce que sinon, on ne peut pas juger de son propos. Ça ne veut rien dire, liberticide. Mais une fois encore, revenons aux fondamentaux. Je citais l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit tout, qui rappelle que cette liberté, c'est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Bien évidemment, elle est au cœur, elle est consubstantielle de nos modèles démocratiques, mais ça ne peut pas être une liberté. Ah, il y a un mais. Liberté absolue dans une démocratie, sinon il n'y a pas de vie commune, bien évidemment. Il faut qu'il y ait une règle commune. Il n'y a que la loi qui peut le fixer dans une démocratie. Une fois encore, c'est ce que fait la loi de 1881 pour la presse écrite, ce que fait la loi de 86 pour les médias audiovisuels, et le texte européen, c'est ce qu'il fait sur le continent européen. Alors vous parlez... non, le texte européen, c'est de la merde. Donc voilà, des grandes déclarations sur la liberté d'expression, c'est un droit merveilleux, c'est formidable, mais, dans le cadre que l'on définit, et puis très vite, il y a un glissement sur pas les fausses informations, pas le complotisme, pas ce qu'on juge faux, parce qu'il nous plaît pas, quoi. Le DSA, c'est merveilleux, tu vois. Bon, ça s'applique qu'à ce qui ne leur plaise pas. Donc là, vous avez vraiment l'élément de la liberté d'expression, et c'est comme ça que tu peux avoir des gens qui considèrent que la liberté d'expression ne peut s'entendre que dans le cadre de la loi qu'ils écrivent. Allons voir notre neuneu national. Thierry Breton qui nous explique qu'on ne peut pas censurer les opinions en Europe.
qu'il y ait ce dialogue, cette confrontation, ce contradictoire, qui est à la base, encore une fois, la liberté d'expression. On a le droit de dire ce qu'on veut à partir du moment où c'est pas condamnable. On a beaucoup parlé dans cette émission par la loi classique. Voilà, comme d'habitude, hein, on vous dit ce que vous voulez dans le cadre de nos lois. Ce qui déjà met une petite astérix, et il faut aller voir si ce serait pas un petit peu trop restrictif ou il n'y aurait pas une couille, tu vois. Et donc, il nous parle de l'organisation du débat. Les tribunaux, on a le droit de dire ce qu'on veut, mais encore faut-il qu'on puisse exprimer un avis inverse. Et donc, si jamais, qu'est-ce que font normalement les obligations du DSA? C'est qu'on vérifie que ce contradictoire ait bien lieu. Mais il appartient ensuite aux plateformes de s'organiser elles-mêmes pour que précisément s'assurer que ce débat a bien lieu. Mais voilà. Est-ce que sur Blue Sky, maintenant, le débat a lieu, hein? Ou c'est devenu un espèce de repère de gens qui pensent uniquement d'une seule façon? Est-ce qu'il y a de la place pour le contradictoire sur Blue Sky? Est-ce que les gens en veulent? Ces gens-là, ils en veulent pas, hein. Ils font des listes, ils font du blocage, ils font du financement de Desinfolab et compagnie pour criminaliser l'opinion adverse. Ils en veulent pas du contradictoire. Et sur Blue Sky, il n'y en a aucun. Donc il y a un moment où Blue Sky va être hors la loi. Puisque le principe de Blue Sky, c'est précisément de créer des algorithmes un peu à la carte, où chacun peut faire son petit monde à lui, sa petite safe space, où personne ne les dérange, où justement ils ne sont pas exposés à des avis contraires. On va voir d'ailleurs le résultat. Certainement pas à nous, qui sommes les régulateurs, de dire voilà comment il faut bien penser et voilà comment il faut mal penser. Voilà, en tant que régulateur, on ne vous dit pas quoi bien penser ou pas, parce que sinon, c'est très connu dans l'histoire, tous les censeurs se font défoncer à un moment, parce qu'ils deviennent des cibles. Donc, on vous dit que vous avez mal fait votre algorithme et vous vous démerdez pour avoir un résultat qui nous convient à nous. C'est tout. Il y a une chose qui est interdite en Europe, c'est de dire, de censurer une opinion. Ça, c'est interdit. Ah bon, il y a une loi en France qui interdit de remettre en cause certains événements historiques, mais passons. Il est interdit, absolument interdit, d'interdire une opinion en Europe. Millions de Français se connectent tous les jours. Des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme, que les propos conventionnés peuvent être... Quelque chose. Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, qui vient à la télé nous dire « Il faut des outils pour chasser les opinions fausses et les exclure des plateformes. » Les opinions, hein, pas les faits. C'est, une fois de plus, du délit d'opinion. On termine avec Thierry Breton qui se gausse. La censure, c'est le nouveau buzzword des tech bros et autres complotistes dès lors qu'on parle du respect des lois en Europe. Le DSA, c'est le respect du pluralisme et de la liberté d'expression. Vous voyez encore une fois comment la censure et la manipulation des algorithmes à leur bénéfice est appelée respect du pluralisme, de la liberté d'expression, dans le cadre du respect des lois en Europe. Parce que la liberté d'expression, pour eux, c'est toujours dans le respect de leurs lois. Hein. Et le pluralisme, c'est l'expression unilatérale de leurs opinions. Le reste, c'est des fausses opinions qu'il faut sortir de la plateforme. C'est ça, hein, pour eux. Donc une fois que tu as compris ça, eh bien, tu peux analyser un peu mieux leur discours et lire entre les lignes. Voilà en fait ce qui leur pose problème. Ce qui leur pose problème aujourd'hui, c'est qu'on peut vérifier les conneries qu'ils nous racontent. Et sur X, majoritairement aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Mais si demain ils interdisent X, il se passera exactement la même chose sur un autre réseau. Eh bien, on peut regarder les conneries qu'ils nous racontent, les analyser, les contredire. Je n'oublierai jamais comment un journaliste de France 2 a confondu une vulgaire cheminée d'évacuation avec un missile russe planté dans le toit. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est... Une cheminée. Autre carabistouille LCI. Ça, c'était drôle, ça. Donc d'armes de destruction massive, mais d'armes de combat, d'armes tactiques. Et au début de la guerre, on estimait que la Russie en possédait environ 2000, mais des sources militaires occidentales nous ont clairement indiqué qu'on ne les avait jamais vus tester, jamais vus en action sur le pas de tir. Auraient-ils pu le faire clandestinement, les Russes? Eh bien, ça paraît assez peu probable. De toutes petites bombes nucléaires qui sont pensées pour servir aux forces militaires sur le terrain pour neutraliser de petites zones jusqu'à 2 km². Ces abrutis ont utilisé pour illustrer leur reportage des images de jouets de Fallout. On peut en faire des milliers comme ça. Les premiers diffuseurs de fake news et de conneries, c'est les médias. C'est pour ça que plus personne ne les croit. Ils sont plus qu'à 28% d'opinion positive. Tout le monde considère qu'ils racontent de la merde. Et donc, quand ils font ce genre de choses, ça finit sur Twitter, sur Internet plus largement. Bah c'est critiqué, quoi. Tiens, regarde par exemple un exemple de désinformation et de manipulation de l'opinion.
Le cas Villepin, où ils avaient essayé de le défoncer et de le traiter d'antisémite. Est-ce que les artistes doivent s'engager ? En tout cas, ils ne doivent pas se soumettre à cette dictature de la pensée commune. Je crois qu'un artiste a vocation à exprimer librement ses positions. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renier en public. Là, il parlait des artistes qui s'engagent dans la critique d'Israël ou le soutien à la Palestine et qui, aux États-Unis, s'exposent à des risques financiers. Comment ça a été traité sur BFM ? Il était chez nos confrères de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victime d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, son analyse, et il dit « c'est la même chose en France ». Et puis il y a le bandeau. Il dénonce la domination. Voilà, il y avait donc là on voit pas bien parce que c'est coupé, mais il y a le mot domination entre guillemets, et juif qui ne l'est pas. Alors, on va essayer de se protéger juridiquement, on sait jamais, il pourrait porter plainte. De la finance juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias. Voilà, il n'y avait pas le mot juif, ils l'ont rajouté, et ils ont essayé de lui faire une Dieudo. Hein, vous vous souvenez quand Dieudonné avait fait son sketch sur le colon israélien, que c'était pas spécialement drôle, parce que le principe, je crois que c'était de l'écrire dans la coulisse pendant l'émission, et puis de faire un truc. Bon, ça avait fait plus ou moins marrer les gens, parce que bon, allez, on rigole, machin. Et le lendemain, ils avaient fait tout un reportage à charge, de la même manière qu'a fait le journaliste, avec des paraphrases, et on rajoute des petits mots, des machins. Vous pouvez aller voir comment ça avait été fait à l'époque. Vous allez voir le reportage, enfin le sketch sur le colon israélien, et le reportage qui avait été fait le lendemain pour lui casser du sucre sur le dos et lui dire que c'était un énorme antisémite, un incroyable dérapage, enfin bref. Et là, pareil, ils ont rajouté le mot, et ils se sont dit, ça va passer. Ben non, mais maintenant il y a Internet, maintenant les médias peuvent plus faire ce qu'ils veulent, parce qu'on peut aller revoir les propos de la personne, et voir s'il y avait le mot ou pas. On peut aller voir directement la citation, on peut aller voir la source, on peut vérifier. On peut aller voir des commentaires aussi de gens. Peut y avoir un peu de tout, quoi. Mais il y a au moins des gens qui réagissent à ce que l'on voit et qui peuvent parfois apporter des réponses ou des éléments complémentaires ou parfois de signaler qu'un fait est faux, qu'une affirmation est fausse. Et ça, vous n'y avez pas dans les médias traditionnels. Vous avez une verticalité complète où chacun est isolé devant son téléviseur, devant son journal ou sa radio, et vous n'avez pas accès aux commentaires, vous n'avez pas accès aux sources, vous n'avez accès à rien, vous la fermez, vous écoutez, vous bouffez. Point. Et aujourd'hui, c'est terminé. Par exemple, ici, il y a eu une petite campagne lancée par le Kiev Post. La ministre des Affaires étrangères allemande s'en va, quitte une réunion du gouvernement. Elle refuse de prendre une photo avec Scholz après sa décision de bloquer les paiements d'un nouveau paquet d'aide pour l'Ukraine. Et donc, ils ont coupé cette photo. On voit Scholz là, qui essaye apparemment de la retenir. Et c'était une manipulation, un effet de cadrage, manipulation par l'image. En fait, elle était simplement en train de discuter avec quelqu'un et puis il essayait d'obtenir son attention. C'était une photo complètement hors du contexte dans lequel elle était présentée. Et tu avais ici un chroniqueur, voilà, Pierre Aski, un chroniqueur lié à Soros apparemment, qui sévit sur France Inter, qui reprend le narratif et qui le diffuse. Et maintenant, tu as des notes de la communauté qui peuvent valoir ce qu'elles valent, mais qui souvent, quand même, sont plus vraies que les informations qu'elles dénoncent. Donc maintenant, les médias, en fait, ont perdu la main, quoi. Et c'est ça qui les emmerde. En conclusion, on a donc une élite mondialiste en panique. Des gens sont en train de perdre le contrôle qu'ils avaient sur l'opinion publique. Ils pouvaient la manipuler de manière extrêmement simple, avec une certaine unité idéologique des médias, avec aussi le contrôle des instituts de sondage qui permettent de fabriquer de l'opinion, 70% des Français pensent que, allez hop, zou. Et on pouvait raconter à peu près n'importe quoi aux gens, sans avoir de contradiction, sans avoir de discours alternatif. Le discours alternatif, avant, c'était extrêmement marginal.
Il n'y avait même pas de radio alternative, en fait, très peu. Il y a eu une mode dans les années 80, je crois, quand ils ont dérégulé tout ça. Mais franchement, les années 90, 2000, ça n'existait plus vraiment. Il y avait quoi, quelques journaux alternatifs. Mais sinon, il y avait une ligne. On pouvait dire ce qu'on voulait, sauf, et c'est toujours le cas aujourd'hui dans les médias traditionnels, vous n'avez pas le droit de critiquer l'appartenance à l'Union européenne, de critiquer l'euro, de critiquer l'OTAN, de critiquer la mondialisation, de dire certaines choses, par exemple critiquer le couple franco-allemand, ou alors dénoncer la soumission du continent européen aux Américains. Ça c'est devenu autorisé maintenant que Musk et Trump sont des méchants. Donc là, c'est autorisé de dire que la soumission des Européens aux Américains, c'est devenu mauvais. C'est comme C8. Maintenant que le milliardaire n'est pas dans la ligne euro-mondialiste, plutôt dans une ligne tradi-mondialiste, on va dire ça comme ça, il reste mondialiste, mais il n'est pas totalement ébahi par le progrès, eh bien on va dénoncer la mainmise de ce milliardaire qui s'appelle Bolloré sur les médias, alors qu'il y a un problème structurel. Le problème, c'est tous les milliardaires. Le problème, c'est tous les gens qui influent sur l'opinion publique à travers les médias. Et donc, ils perdent un petit peu la main, et ils ont essayé de la garder avec ce narratif sur les fake news depuis 2017. Ça commence un peu à tomber à l'eau, les gens en ont marre que toutes les opinions soient traitées de complotisme. Dès qu'on se pose la moindre question, c'est du complotisme. Dès qu'on dit autre chose que la doxa, c'est de la fausse opinion, maintenant. Et on voit quelle mentalité ils ont, quelle vision de la liberté ils ont, de la liberté d'expression. Où c'est merveilleux, c'est formidable, c'est un principe incroyable, faut le défendre, c'est la base de tout. Dans le cadre de la loi, on fait la loi, et on fait la loi de telle sorte qu'à la fin, il ne puisse être exprimé que notre point de vue. Et donc, c'est le cas dans les médias, avec le 2 poids 2 mesures dont j'ai parlé avec Bolloré, et puis c'est le cas sur les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, la régulation de la circulation d'informations sur Internet, où les gens qui ne donnent pas la bonne information, la bonne vision des choses, sont ostracisés. Et quand vous avez X, avec Musk, qui prétendent faire un truc neutre, quand bien même ce serait orienté d'une certaine façon, ce n'est pas orienté dans la bonne façon, même si c'est neutre, de toute façon, c'est déjà trop. Et donc, on se plaint, et au prétexte de loi bidon européenne, on va casser les couilles jusqu'à ce que le mec crée un algorithme qui protège le pluralisme et la liberté d'expression, c'est-à-dire la diffusion d'un seul point de vue, le leur. Donc ils paniquent, on verra. C'est des gens qui essayent de casser le thermomètre, parce que de toute façon, tu peux toujours supprimer Twitter, X, Musk, tu peux toujours réguler autant que tu veux. Les gens trouveront un moyen d'aller s'exprimer sur Internet. Puis si c'est pas sur Internet, ce sera ailleurs. Si c'est pas sur X, ce sera sur un autre réseau. Ils essayent de casser le thermomètre. Ils essayent d'endiguer la critique de leur système. Ils espèrent que du coup que ce système tiendra le plus longtemps possible. On verra, hein. Ça a l'air de craqueler et de fissurer de partout, leur truc. N'hésitez pas à vous abonner sur sur cette merveilleuse chaîne Twitch sur YouTube. Je vous invite aussi à faire un tour sur zoneartisanale.com. Ça permet aussi de soutenir mon travail, que vous pouvez aussi soutenir via Tipeee aussi. Je vous remercie d'être passé, et puis je vous donne rendez-vous pour toujours plus de singerie. À bientôt.